pour ces éphémérides du ciel en ce début d'année 2020. Au programme en ce mois de janvier, une éclipse de lune et un rapprochement serré entre Mars et un amas globulaire. Nous ferons le point sur l'activité solaire actuelle et en fin d'émission, nous voyagerons en direction de Caldwell 39. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue, Pascal et Mathieu, astronomes amateurs tous les deux dans le 49. Merci Nathan. Le mois dernier, il y a un objet qui a fait l'actualité. Il se trouve que c'est le trou noir de 68 masses solaires qui a été observé à environ 15 000 années-lumière de la Terre. Alors on connaissait jusque-là les trous noirs dits stellaires qui sont plus petits et les trous noirs qui sont plus gros. Alors peut-être que ce trou noir se trouve dans une nouvelle catégorie qu'on pourrait dire intermédiaire. Mais en tout cas, Pascal, tu vas nous parler de trous noirs et je te laisse tout de suite la parole. Voilà, écoute, très bien. Alors effectivement, si je vous demandais quel est l'objet astrophysique le plus fascinant que vous ayez à observer, eh bien certainement que la réponse serait le trou noir. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Eh bien, c'est tout simplement la résultante, en tout cas pour la plupart, de l'explosion finale d'une supernova, donc une étoile, comme tu l'as dit, très très massive. Alors, quand on parle de trou noir, avant tout, on parle d'étoile. Alors, on peut peut-être rappeler ce qu'est une étoile. Mais en fait, une étoile, c'est une boule de feu énorme, très massive, lumineuse, de plasma d'ailleurs, dont la densité et la gravité sont telles que son centre de l'étoile, donc le cœur, atteint des températures de plusieurs millions de degrés. On parle même de 200 millions de degrés à peu près. Et alors forcément, une telle température permet des réactions de fusion nucléaire. En fait, l'étoile va ainsi brûler son hydrogène. Puis quand elle aura brûlé tout son hydrogène, elle va commencer à brûler l'hélium. Et donc elle se transformera à ce qu'on appelle une géante rouge. La suite des événements va dépendre de la masse de l'étoile. Le Soleil, par exemple, qui est une étoile très peu massive, comparativement à d'autres étoiles, ne peut pas aller très loin dans sa fusion. La fusion de l'hélium notamment. Donc son noyau va se contracter pour devenir en fait une naine blanche, ou ce qu'on appelle une nova. On peut donc dire que le Soleil ne deviendra jamais un trou noir. Ce qui est rassurant d'ailleurs, ni une étoile à deux troncs, donc par ailleurs. C'est ce qu'on appelle, il y a une limite, donc je vous invite à voir, c'est ce qu'on appelle la limite de Chandrasekhar. Donc c'est une limite où quand c'est inférieur à 1,44 masse solaire, ça ne peut pas effectivement donc se transformer en trou noir. Alors, les trous noirs, vous savez combien de trous noirs les astrophysiciens estiment, rien que dans notre galaxie, dans notre Voie lactée, à peu près. Personnellement, je ne sais pas. Non. À peu près 100 millions. Donc 100 millions. Alors pourquoi il y en a autant ? En général, Mathieu, Alors en fait, la plupart ce sont des trous noirs stellaires, je pense. Voilà, c'est ça. La plupart sont stellaires, donc elles sont petites. Donc alors, les trous noirs stellaires sont formés par des étoiles de plus de 30 masses solaires environ. C'est petit, mais quand même pas tant que ça. Et en fait, ces étoiles vont s'effondrer sur elles-mêmes sans que rien ne puisse stopper le processus. Alors, il existe plusieurs sortes de trous noirs. Elles peuvent être de forme sphérique ou non. Elles peuvent être chargées au niveau électromagnétisme ou pas. Et elles peuvent même être en mouvement, en rotation ou pas. C'est donc en fait beaucoup de possibilités uniquement dans les trous noirs. Alors si on parle d'un trou noir dit classique, le trou noir de Schwarzschild par exemple, elle est caractérisée par l'existence d'un horizon. Alors un horizon, c'est une surface sphérique
dont même la lumière ne peut sortir, et en deçà de laquelle même cette dernière, donc la lumière, elle est inexorablement entraînée vers ce que l'on appelle la singularité centrale. Alors, même si l'existence de cette singularité, donc on rappelle, hein, c'est le point où toutes les grandeurs physiques et géométriques locales divergent, traduit la nécessité d'avoir une théorie quantique de la gravitation pour nous décrire de manière complète et cohérente les trous noirs. Le fait que l'horizon sépare l'espace-temps en deux zones disjointes, aucune information, alors je vous lis pour l'instant mais on va résumer, hein. Aucune information ne pouvant nous parvenir de la deuxième, donc juste après le passage de l'horizon, eh bien, implique que tout ce que nous pouvons savoir d'un trou noir est codé dans la géométrie en fait de l'horizon. En bref, tout ce que l'on peut, enfin, on ne peut pas vérifier en fait tout ce qui va passer l'horizon du trou noir, hein, puisqu'on a dit que même la lumière ne pouvait pas ressortir, et la lumière, on le rappelle, c'est quand même près de 300 000 km à la seconde. Donc forcément, on ne peut pas vérifier en fait toutes ces informations. Et là, je vous invite d'ailleurs à aller voir le fameux film que l'on a vu d'ailleurs ensemble dernièrement, Mathieu. Tu te souviens? Interstellar. Interstellar, voilà, c'est ça. En fait, qui décrit relativement bien les phénomènes de trous noirs, en incluant d'ailleurs la physique quantique et la relativité générale, décrite par Albert Einstein d'ailleurs. Voilà, avec le célèbre trou noir Gargantua. Voilà, un Gargantua qui n'est pas d'ailleurs le nom, voilà, qui n'est pas réel, hein, puisqu'on avait, qui est fictif. voilà, on avait vérifié. Voilà, donc quantité de choses sur les trous noirs, mais qui en fait est un dossier qui façonne toujours autant tout le monde, hein, puisque d'ailleurs tu as parlé de la découverte, hein, il n'y a pas longtemps, Voilà. d'un trou noir à 15 000 années-lumière d'ici. Hein. Ouais, environ. Ouais. C'est impressionnant. Voilà. Merci Pascal pour toutes ces informations sur ces trous noirs qui sont toujours très impressionnants et qu'on peut en apprendre toujours. Pour passer aux événements célestes de ce mois, nous avons tout d'abord le 3 janvier le pic de la pluie d'étoiles filantes des Quadrantides. Alors Mathieu, quel est l'intérêt de cette pluie d'étoiles filantes ? Alors, les Quadrantides, c'est actif du 28 décembre au 12 janvier et on attend un taux horaire zénithal moyen de 110 météores par heure. Autant dire que c'est un des grands rendez-vous de l'année avec les Perséides en août et puis les Géminides de décembre. Une explosion là, d'étoiles. Effectivement. Alors, la vitesse de ces étoiles filantes est aussi intéressante puisqu'on est sur du 41 km par seconde en moyenne. Autant dire qu'on a le temps de les savourer, hein, de les admirer. Elles passent assez lentement dans le ciel. Et puis, le radiant de ces Quadrantides, eh bien, se situe dans la constellation du Bouvier. Donc, c'est de là que proviennent en fait cette pluie d'étoiles filantes. Et alors, pas tout à fait dans le Bouvier, hein, pas en plein cœur, c'est aussi auprès des constellations d'Hercule et du Dragon. En fait, c'est exactement à l'emplacement de l'ancienne constellation du Cadran mural, qui a existé il y a quelques années, mais qui a été supprimé depuis. Alors, l'observation de ces Quadrantides ne va pas se faire avant 4 heures du matin. Voilà. D'accord. Et à quoi on peut s'attendre d'autre pour ce pic ? Donc en fait, ce qu'on va voir à ce moment-là, c'est que le premier quartier de lune, qui sera juste au même moment, eh bien, sera couché, donc ne gênera plus à 4 heures du matin. Hein. Alors, il faudra repérer Arcturus. Arcturus, c'est l'étoile la plus lumineuse qui sera au-dessus de l'Est à ce moment-là, à 4 heures. Bon, elle va monter un petit peu au fil des heures, évidemment. Et donc, en remontant un peu vers le nord, en partant d'Arcturus, eh bien, on va tomber sur le radiant, en tout cas pas très loin. Donc, observez jusqu'au plus tard possible, hein, parce que pourquoi ? Parce qu'en fait,
les lumières de l'aube, de toute façon, n'arrivent pas avant 8 heures du matin, donc on a le temps. Et puis en plus de cela, le pic ultime, c'est-à-dire là où il y aura le plus d'étoiles filantes, eh bien ça tombera un peu après le lever du soleil. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres essaims météoritiques ce mois-ci? Alors on a les deltas Cancrides. C'est peut-être le seul, en tout cas dans l'hémisphère nord, que l'on ait d'intéressant au mois de janvier, enfin intéressant relativement par rapport au cadre antillain. Les deltas Cancrides en fait sont actifs du 1er janvier au 24, avec une moyenne de 4 météores par heure. C'est complètement différent. Ah oui. Alors pour une vitesse de 28 km/s, on a le temps de les savourer, mais bon, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, On ne peut pas les rater. et oui. Non. Il y aura un pic qui sera atteint le 17 janvier, donc c'est là qu'il faudra plutôt regarder, parce qu'avant et après, il y en aura encore moins. Et il faudra surveiller autour du centre de la constellation du Cancer, tout près de M44, qui est le célèbre amas ouvert de la Ruche. Donc c'est à observer dès le lever de la constellation du Cancer, c'est-à-dire vers 21h, et jusqu'au lever du dernier quartier de lune qui se produira à ce moment-là, donc le 17 janvier, vers 2h30 du matin. D'accord. D'accord. Le 5, c'est la Terre qui est à son périhélie orbital. Alors, on va pas s'attarder sur cet événement, mais juste pour info, Pascal, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le périhélie orbital? Bien, c'est tout simplement la position de la Terre sur son orbite la plus proche du Soleil à ce moment-là. D'accord, tout simplement. Voilà, et puis en fait, ce périhélie va être atteint le 5 janvier, et la Terre en fait elle va se situer à ce moment-là à 147 millions de kilomètres du Soleil. À comparer avec l'aphélie c'est le point le plus éloigné de l'orbite terrestre, et là la Terre elle est à 152 millions de kilomètres du Soleil. L'aphélie se produit le 4 juillet, donc bon, c'est pas une différence énorme, mais c'est une petite information à noter quand même. Merci. Le 10, sinon, c'est l'éclipse partielle de lune par la pénombre. Alors, on sait ce que c'est qu'une éclipse partielle de lune, mais quand on dit que c'est par la pénombre, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc tout d'abord, pour commencer, ça va se passer de 18h07 à 22h12 en heure locale française. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il ne va pas falloir s'attendre à voir l'ombre de la Terre grignoter progressivement la pleine lune. Il n'y aura pas non plus de belles teintes rougeoyantes qu'on voit lorsqu'on a des éclipses totales de lune. En réalité, c'est à peine si on va se rendre compte que la luminosité de la pleine lune s'estompe légèrement. Diminue un peu. Autant dire que la pleine lune restera très brillante malgré tout. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, eh bien, une petite partie de la lune ne rentrera même pas dans la zone de la pénombre terrestre. D'où le fait que l'éclipse soit partielle. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir faire des photos notamment? Alors en photo, on a plusieurs choix. On peut prendre un objectif grand champ avec un avant-plan esthétique. On peut aussi prendre un téléobjectif pour prendre une photo détaillée de la Lune. Et puis on peut faire de la photo également au foyer d'un télescope, donc avec un APN numérique qu'on va fixer, qu'on va connecter aux portes oculaires du télescope. On peut même rajouter une lentille de Barlow si on n'a pas assez de focale. La focale idéale d'un télescope pour avoir la pleine lune qui soit bien détaillée, c'est entre 1000 et 1500 mm. D'accord. D'accord, hein. Très intéressant de pouvoir photographier quand même cette éclipse. D'autant plus que ce sera plutôt l'occasion d'observer une pleine lune qu'une éclipse. Voilà, exactement. Le 29, enfin, c'est Mars qui rase l'amas globulaire NGC 6287. Alors, est-ce que Mars sera facilement visible? Est-ce que Mars est facilement visible en ce moment? Eh bien, oui, mais elle sera quand même plutôt discrète, parce elle va être de magnitude plus 1,4, c'est quand même assez faible. Bon, ça fait encore partie des étoiles les plus brillantes, mais il y en a beaucoup d'autres étoiles qui sont autant lumineuses, voire un peu plus lumineuses. Donc il faudra quand même savoir où se situe Mars pour la repérer. Alors Mars, justement, elle se lève au sud-est, vers 6h du matin, et elle est encore parfaitement visible jusqu'à 7h30. Au télescope, son disque aussi sera plutôt discret, puisque son diamètre apparent de 4,75 secondes d'arc eh bien, méritera un bon grossissement pour le discerner.
Je précise qu'il n'y aura rien à observer à sa surface, puisqu'on n'aura pas assez, même les plus gros diamètres ne pourront voir aucun détail à la surface de Mars. NGC 6287. Alors elle, donc l'amas globulaire, ça va demander du matériel quand même pour pouvoir l'observer, puisque sa magnitude est supérieure à plus 10, et miser sur un grossissement allant de x100 à x200 pour être optimal va être quand même nécessaire. Et pour ce qui est des instruments, eh bien, il faudra plutôt tabler sur du 60 à 80 mm d'ouverture, donc des petites lunettes minimum. Alors, une observation plus facile que je vous conseille le 25, donc c'est 4 jours avant, Mars va en fait passer à peine plus loin de NGC 6235. Alors, c'est un autre amas globulaire qui, lui, est un petit peu plus brillant puisqu'il a une magnitude de plus 7. Et pour observer le rapprochement en fait, de Mars et NGC 6235, eh bien, on pourra prendre une bonne paire de jumelles, ça sera suffisant. Mais si vous prenez un télescope ou une lunette astronomique, ce sera mieux. Et là, misez sur un grossissement de 50 à 100 fois pour pouvoir en profiter au maximum. Voilà, donc 2 fois ce mois-ci où Mars passe auprès d'un amas globulaire. Nous allons pouvoir passer à l'activité solaire. Alors tout d'abord, Mathieu, je te demandais quelle a été l'activité solaire au mois de décembre 2019. Donc là, on fait le point au 20 décembre, puisqu'on est aujourd'hui le 20 décembre. Alors, il n'y a eu aucune tache solaire depuis 36 jours. On a eu en plus de ça un vent solaire tout mou depuis un mois, et puis un niveau de rayonnement cosmique qui frôlait des records dans notre atmosphère. Alors les rayons cosmiques, c'est quoi? Je fais une petite aparté sur le rayonnement cosmique. En fait, ce sont des flux de noyaux atomiques et de particules à haute énergie qui naviguent dans le milieu interstellaire. Alors il s'agit ni plus ni moins d'une sorte de radioactivité naturelle qui peut mettre en péril la santé humaine dès lors que l'on quitte partiellement ou totalement notre atmosphère. Les plus exposés notamment à ce rayonnement, eh bien, ce sont les astronautes qui sont en dehors de notre atmosphère, et les usagers de l'aéronautique et de l'aviation, entre autres les passagers des avions, puisqu'ils sont partiellement à très haute altitude et donc partiellement en dehors de notre atmosphère. Alors, ça peut aussi altérer l'électronique, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce sont causés en fait par des phénomènes qui sont ultra violents dans l'univers, et nous sommes en fait habituellement protégés de ces rayons par le vent solaire qui va en dévier une partie et le reste qui va être absorbé par notre atmosphère. Donc l'année 2019 est terminée. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé de l'activité solaire durant l'année 2019? Oui, alors en 2019, donc jusqu'au 20 décembre, eh bien, il y a eu 274 jours sans tache solaire. Alors, l'année n'est pas encore terminée, il reste 10 jours. Donc, est-ce qu'on va atteindre les 284 jours? On ne sait pas. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, avec ces 274 jours sans tache solaire, on a battu un record. Parce que le précédent était en 2008, et en 2008, on avait eu seulement 268 jours sans tache solaire. D'accord. C'est à peu près 7 jours de moins, une semaine de moins. Est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs ce qu'est une tache solaire? Oui, alors une tache solaire, en fait, c'est une région qui est sombre sur le Soleil et qui est une région magnétique. Donc c'est là où l'activité magnétique est remplie de turbulences, en fait. Et c'est aussi une région qui, de fait, va être plus froide que le reste de la surface du Soleil. Voilà. Tout à fait. Qui est très bien visible avec des instruments optiques d'amateurs. À partir du moment où on est filtré, attention. Alors pour les prévisions de 2020. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire 2020. Alors selon la NASA, le minimum solaire actuel atteindra son point le plus profond en avril 2020. On est encore, je le rappelle, dans le cycle solaire 24. Avec une marge d'erreur d'environ 6 mois. Donc ça veut dire que c'est pas forcément avril 2020 fixe. On peut déjà y être d'ailleurs au plus profond de ce minimum solaire. Mais ça peut être aussi à la fin de l'année 2020. On verra, on va suivre attentivement tout ça. Donc le prochain maximum solaire, quant à lui, il est attendu pour environ 2024-2025. Peut-être plutôt 2025 maintenant, juillet 2025 apparemment, selon la NASA toujours. 2020 sera donc à l'image de 2019.
peu intéressant pour l'observation des taches solaires et pour la pratique de la radio amateur qui dépend beaucoup de la météo solaire pour la propagation des ondes. Je salue d'ailleurs en passant les radios amateurs qui nous écoutent, puisque je sais qu'il y en a quelques-uns, et voilà, on pense à eux. Donc, en dehors de tout cela, pour terminer, pour conclure, je dirais qu'on attend malgré tout avec impatience le lancement du cycle solaire 25, puisque celui du cycle solaire 24 est en train de se terminer de toute façon. Juste avant de terminer, j'aimerais bien que peut-être pour l'émission suivante, nous parlions un petit peu de ce qui se passe avec Bételgeuse. Bételgeuse, oui. Eh ben écoute, je pense que tu pourras y travailler, Pascal. Voilà, c'est ça, puisqu'il Ouais. paraît qu'elle diminue dans son éclat. Exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va se transformer bientôt en supernova? Oui, oui, oui. Bon, je pense qu'on a quand même un petit peu de latitude, 100 000 ans à peu près. 1 million d'années apparemment, mais enfin, Voilà. c'est peu sur près. 1 million d'années. Ça peut être demain comme ça peut être dans 1 million C'est ça. d'années. Voilà, on pourra en parler le mois prochain. Sinon, je vous invite à regarder sinon la vidéo qu'on a fait sur le soleil. Et c'est très intéressant puisque ça montre ainsi les précautions à prendre pour pouvoir l'observer et ainsi l'observer en toute sécurité. Nous allons... Observation solaire. L'émission, c'est Voilà, observation solaire. observation solaire. Nous allons pouvoir passer maintenant à la visibilité des planètes et des astéroïdes du système solaire. Et nous allons commencer avec Mercure, qui au début du mois sera inobservable. Et en fin de mois, on pourra la voir, mais difficilement au coucher du soleil. Vénus, quant à elle, sera visible en début de soirée, tout le mois. Mars pourra être visible en fin de nuit. La planète naine Cérès sera inobservable ce mois-ci. Pallas, l'astéroïde Pallas sera observable en seconde partie de nuit seulement. Junon sera observable une grande partie de nuit. Vesta sera observable en première moitié de nuit. Jupiter sera malheureusement inobservable en début du mois, mais elle pourrait être visible en toute fin de nuit à la fin du mois. Saturne, quant à elle, sera malheureusement inobservable tout le mois. Uranus sera observable en première partie de nuit. Neptune pourra être observé en première partie de nuit au début du mois, puis en tout début de soirée seulement à la fin du mois. Et enfin, on termine par la planète naine Pluton qui sera inobservable tout le mois. Pour ce qui est de la Lune, alors je cite les horaires en heure locale. Le 2, elle sera à son apogée à 2h31. Le 3, on pourra observer le premier quartier de lune à 5h45. Le 10, ce sera la pleine lune, comme on l'a vu tout à l'heure, à 20h23. Le 13, la lune sera au périgée à 21h22. Le 17, c'est le dernier quartier de la lune qui sera observable à 13h58. Et enfin, la nouvelle lune, le 24 janvier à 22h44. Donc, pour passer à la dernière partie de cette émission, nous allons parler de l'objet du ciel profond. Alors, en décembre et en janvier dernier, on avait parlé de M42, la nébuleuse d'Orion, et de M41, la nébuleuse du Crabe. M1, pardon, oui, la nébuleuse du Crabe. Et ce mois-ci, nous corsons un peu les choses puisque nous allons parler de LGC 2392, ou autrement dit Caldwell 39. Et donc, Mathieu, je te laisse en parler. Oui, alors on les connaît mieux sous le nom de la nébuleuse de l'Esquimau ou de la nébuleuse du Clown. Voilà, deux noms différents. Alors c'est une nébuleuse que j'ai un petit peu découvert en préparant l'émission, puisque je ne la connaissais pas. En fait, c'est une nébuleuse planétaire qui se situe dans la constellation des Gémeaux à environ 3750 années-lumière de nous. Là encore, c'est pas la porte à côté. C'est une toute petite nébuleuse. Bon, les nébuleuses planétaires sont généralement assez petites, et elle a une dimension d'environ 1 année-lumière dans son diamètre. C'est-à-dire, en dimension apparente visuelle, ça fait 0,9 minutes d'arc.
Et sa magnitude apparente n'est pas très élevée non plus, puisqu'elle est de plus 9, plus 10. Autant dire qu'elle n'est pas très brillante non plus. Alors elle a été découverte par William Herschel le 17 janvier 1787, et ce fut la première cible crash test du télescope spatial Hubble, après plusieurs opérations de réparation et de maintenance qui avaient eu lieu en décembre 1999, certains s'en souviendront peut-être, pour remettre en état les éléments optiques du télescope qui nous envoyaient jusqu'alors des images floues, et on a peut-être en tête les images des astronautes qui étaient en sortie extravéhiculaire sur le télescope pour réparer justement celui-ci. Alors la nébuleuse de l'Esquimau, elle est composée d'une étoile centrale qui est englobée dans une coquille gazeuse interne qui ressemble à un visage humain, la nébuleuse du clown, et qui est lui-même entourée par un éjecta circulaire rayonné, laissant imaginer la fourrure d'une parka d'Esquimau, la nébuleuse de l'Esquimau. Alors elle se situe au niveau de ce que l'on pourrait appeler la taille de la constellation des Gémeaux, la taille ou la ceinture des Gémeaux. En traçant un segment qui relie donc l'étoile Castor à Procyon du Petit Chien, eh bien, il suffit de la localiser à un tiers de ce segment. Elle est totalement invisible à l'œil nu, et même avec une paire de jumelles modestes, et sa faible luminosité, de surcroît associée à sa taille apparente visuelle minuscule, eh bien, ne la laissera pas l'observer facilement, effectivement. Alors il faudra une lunette de taille modeste et un bon grossissement pour pouvoir apercevoir la nébuleuse qui se présentera sous la forme d'une faible étoile un peu floue, collée contre une autre étoile réelle, celle-là par contre, et de 5 ou 6e magnitude. Donc un peu plus brillante. Dans un petit télescope, alors typiquement 114 ou 130 mm d'ouverture, elle devient un peu plus facile à trouver malgré un champ qui est plutôt riche en étoiles. Et à faible grossissement, eh bien, c'est une étoile floconneuse qui devient à moyen grossissement la forme ovale, une nébuleuse qui a une forme ovale en fait et qui entoure l'étoile. Et tout cela eh bien, devient identifiable en vision décalée. Voilà. Par contre, quand on fixe l'étoile centrale, effectivement, on n'aperçoit que l'étoile. Sitôt qu'on déporte un petit peu le regard à côté, on commence à percevoir la petite nébulosité. D'accord. Alors avec un 200 mm, eh bien les choses se précisent. L'Esquimau, alors il faut quand même, voilà, les choses se précisent, mais il faut quand même un 500 mm pour retrouver le visage de l'Esquimau si familier sur les photos. Dans tous les cas, il faut tabler sur le grossissement, parce que c'est typique des nébuleuses planétaires, et un fort grossissement est la meilleure façon de les observer. Voilà, donc pour observer, il faut du matériel, mais c'est d'être très beau à observer. Sinon, juste avant de clore notre émission, nous allons pouvoir vous présenter une photo. Et donc, quelle est cette photo pour ce mois-ci ? Eh bien voilà, c'est celle-ci. Donc c'était le rapprochement de Vénus et de Saturne, qui a eu lieu donc au mois de décembre, au tout début de décembre. Donc avec un appareil photo numérique réflexe sur trépied tout simplement, dans les lueurs du crépuscule, la nuit n'étant pas encore totalement couchée. Voilà, simplement. Et donc merci à tous de nous avoir suivis. Excusez-moi, je voulais juste Pascal, oui. une petite alerte. Attention, on arrive bientôt au 26 décembre. Et 26 décembre, il y a un petit caillou qui va quand même frôler la Terre. À peu près 300-600 mètres de diamètre. Bon, d'accord, il va passer à un peu plus de 7 millions de kilomètres de la Terre. Mais voilà, donc un petit astéroïde qui arrive le 26 décembre à 8h54, je crois, en heure de Paris. Tu as peut-être l'immatriculation ou le nom de l'astéroïde ? Alors, je ne l'ai pas, peut-être que tu l'as. Non, non plus. Non, bon. J'en ai pas entendu parler, donc je l'apprends là, en même temps que... Voilà. Donc merci à tous une fois encore de nous avoir écoutés. Pour nos prochains éphémérides, nous parlerons sans aucun doute de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, et de Mars qui va encore le mois prochain frôler un autre amas d'étoiles. Donc pour être alerté de l'apparition de ces émissions, n'hésitez pas à vous abonner, on vous le rappelle. Et sinon, on vous souhaite à tous et à toutes de bonnes observations. Merci.